Edlitou de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum Azul Fillaoun, bonsoir. Je vais vous raconter une histoire vraie, parce que j'ai besoin de poser la fenêtre depuis laquelle je voudrais vous montrer quelque chose qui nous intéresse. C'est l'histoire de deux jumeaux monozygotes, c'est-à-dire nés d'un seul œuf. Des jumeaux qui sont généralement le clone l'un de l'autre, non seulement physiquement, mais à tous les points de vue. Les mêmes traits de caractère, le même quotient intellectuel, les mêmes goûts, les mêmes aspirations, la même sensibilité, les mêmes talents, les mêmes tendances à de mêmes maladies chroniques et un tas d'autres curieuses ressemblances. Mais s'ils sont séparés à leur naissance et élevés dans des environnements familiaux et sociaux différents, ils peuvent être très différents l'un de l'autre. Et c'est ce qui est arrivé aux frères jumeaux Jacques et Oscar, nés en 1933. Ils ont été séparés quelques mois après leur naissance, leurs parents ayant divorcé. Ils sont de père juif et de mère catholique. Oscar a été emmené par sa mère et élevé dans sa religion. Il a grandi en Allemagne dans une atmosphère très fortement imprégnée par le nazisme naissant. Sa mère lui a caché qu'il était de père juif. Il a rejoint les jeunesses hitlériennes et s'est distingué par son antisémitisme. Le deuxième jumeau, Jacques, a été élevé par son père dans la religion hébraïque et dans le culte du sionisme. Il deviendra officier de l'armée israélienne plus tard. Les deux jumeaux se retrouvent 10 ans après la fin de la guerre. Leur ressemblance physique est surprenante, mais tout les oppose, tout les sépare. Sur le plan des idées, ils sont sur des positions irréconciliables. L'un refuse d'envisager seulement sa judéité et l'autre y est très attaché. Ils sont l'un et l'autre pressés d'en finir et ils se quittent très froidement pour ne se revoir que très brièvement 25 années plus tard. J'en arrive maintenant à ce sujet dont je voulais vous entretenir et qui va d'abord vous sembler totalement étranger à ce que je viens de vous raconter. Nous sommes nombreux parmi les Algériens à penser que la question des Harraga est la pire des tragédies qui soient abattues sur notre peuple de toute son histoire, malgré tous les drames que nous avons vécus dans notre histoire, dans notre mémoire. Et je fais partie de ces gens qui voient dans la Harraga, les signes évidents d'un naufrage annoncé. J'ai personnellement rencontré des Harraga, je les ai écoutés, je crois avoir compris ce qui les hante et les agite. Je me rends souvent dans ces quartiers de France désormais emblématiques de la misère et de l'insécurité où ils se retrouvent, où ils se rassemblent, où ils ont jeté l'ancre, comme autant d'épaves fracassées. Barbès à Paris, la Guillotière à Lyon, Noailles à Marseille, entre autres. Quand vous êtes dans ces tristes lieux, quand vous vous installez dans une terrasse de café d'où vous pouvez observer discrètement la foule des Harraga qui vaquent à leurs affaires, dans ces endroits d'où ils ne sortent presque jamais, des ghettos qui sont devenus leur France à eux, celle de la malvie, de la débauche, mais la seule où ils se sentent en sécurité entre eux et d'une certaine manière dans leur pays, parmi leurs frères, avec lesquels ils parlent leur langue.
Tout dans leurs attitudes leur rappelle ce pays qu'ils ont fui pourtant. Et Dieu sait qu'ils ont payé très cher leur exil. Ils ont presque tous laissé à leur famille de très lourdes dettes pour pouvoir payer le passage, entre 50 et 100 millions de centimes. La harga. Et ils ont tous couru le risque d'y laisser leur peau, comme de nombreux autres parmi leurs frères qui ont péri en mer. Et là, dans ces quartiers improbables, glauques, tristes à mourir, ils sont enfin dans ce qu'ils croient être leur port d'attache, celui de leur rêve ultime, s'arracher à leur pays et aller grossir le flot grandissant du tsunami migratoire qui déferle sur l'Occident. Mais là est un autre sujet. Ce dont je voulais surtout vous parler est ce comportement très typique de ces jeunes harragas qu'un instinct grégaire a incité à affluer dans ces quartiers pour se sentir moins seuls, pour y trouver de l'aide et peut-être une chance de pouvoir vraiment entrer dans cette société qui les a attirés comme une flamme attire les phalènes qui viennent s'y brûler les ailes. Si vous allez dans ces ghettos, vous seriez touché au cœur de voir comment vivent ces infortunés compatriotes, comment ils se débattent et quels cris de désespoir sont les leurs. Mais vous serez surtout choqué par ce que nous sommes devenus à travers eux. Dans ces cours des miracles où la violence est à fleur de mots, où l'ambiance est à couper au couteau, en ces lieux psychédéliques où se vendent le saroukh et la cigarette de contrebande, où éclate la haine, la vindicte, la colère, où vous verrez ce qu'est devenu notre société. Et vous imaginez combien est toxique ce terreau où elle survit désormais. Parce que les sociétés sont comme le terreau dans lequel elles vivent. Les caractéristiques qui les distinguent les unes des autres ne sont pas génétiques, ni identitaires, ni même culturelles. Elles sont ce que sont leur environnement politique. Notre société d'aujourd'hui descend pourtant de celle, rappelez-vous, qui l'ont connue, de celle qui était sobre, digne, gorgée de dignité, même si elle avait faim, même si elle était mangée par ses poux. Celle d'avant l'indépendance et des quelques petites années d'après l'indépendance. Cette société qui était pétrie de belles valeurs. Aujourd'hui, elle est comme cette savoureuse cerise qu'on a fait macérer dans du vinaigre. Même ce qui constitue son âme profonde a été altéré et elle n'est plus que l'ombre noire de ce qu'elle a été au crépuscule de son destin. Qala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.